Mesdames et messieurs, bonsoir. C'est toujours un plaisir de vous retrouver dans cette nouvelle édition du journal de Viva en version française. Dans les actualités de ce jour, parlons de la campagne électorale du candidat numéro 3, Andry Rajoelina. Justement, le candidat numéro 3, Andry Rajoelina, poursuit sa campagne électorale dans le nord de Madagascar actuellement. Aujourd'hui, il a rencontré la population de Port-Berger qui est venue en masse, comme à chaque meeting du candidat numéro 3. Cela prouve que ce dernier a convaincu la population. De plus, Andry Rajoelina a effectué bon nombre de réalisations comme des écoles, une université et a recruté plus de 200 000 fonctionnaires enseignants. Reportage. Na fosni Andry Rajoelina Filoati tandazana anche chi va Andry Rajoelina Yamaja Tia Lamosa Abjana Andry Rajoelina Kitiwara Numero 3 Yanje Presi Pesta Dans les actualités de ce jour également, le général Richard Ravalman a été élu président du Sénat à l'unanimité des 15 candidats présents à la réunion. Il a été le seul candidat présenté par le groupe parlementaire IRD. La réunion extraordinaire du Sénat s'est terminée aujourd'hui et le nouveau président a présidé la cérémonie de clôture. Reportage de Secharan Jenas et Bras Denilson. Après constatation de la vacance du poste du président du Sénat, les sénateurs devaient procéder aujourd'hui à l'élection du nouveau président de cette institution. Le seul candidat a été le général Ravalman Richard. Il a été proposé par le groupe parlementaire IRD. Conformément au règlement intérieur du Sénat, le général Ravalman Richard a procédé à la campagne. Après cela, les 15 sénateurs présents à la réunion ont procédé au vote et l'ont élu à l'unanimité. Le général Ravalman Richard est le 10e président à diriger le palais de verre d'Anouskil et le 2e officier général à la tête de cette institution. Après l'installation du président du Sénat, le nouveau président a procédé immédiatement à la cérémonie de clôture de cette première réunion extraordinaire du Sénat cette année. Rappelons que la 2e session ordinaire de cette année se tiendra le mardi 17 octobre prochain. Restons toujours à Anouskil que les élections se tiennent, a déclaré aujourd'hui le nouveau président du Sénat, le général Ravalman Richard, après que ce dernier a pris les fonctions de président de cette 2e institution de Madagascar. Le général Ravalman Richard a déclaré qu'il ne s'agit que de fauteurs de troubles, mais que l'on constate qu'il se prépare déjà pour les prochaines élections. Reportage sur les images de Bras Denilson. Des élections pacifiques sont urgentes pour stabiliser le pays et l'État afin que nous puissions procéder au développement, a déclaré le nouveau président du Sénat, le général Ravalman Richard. L'heure n'est pas aux troubles ni aux guerres de siège, a-t-il déclaré. Le président du Sénat a ajouté que les groupes de candidats font de la communication politique. En coulisses, il semble montrer qu'ils préparent les élections. Concernant la possibilité qu'il soit nommé au poste du président par intérim, il a déclaré qu'il ne se bat pas pour l'honneur, mais qu'il fera face à ses devoirs pour le pays. Concernant les affaires internes du Sénat, il a confirmé que le problème du salaire des employés de cette institution est en cours de recherche de solution. Il a également confirmé que la décision qui sera prise sera partagée avec les sénateurs et qu'il n'y a aucune intention de changer le bureau permanent du Sénat. Le nouveau président du Sénat a remercié le président Andry Rajoelina qui lui a accordé sa confiance et l'a nommé sénateur de Madagascar.
Et la rumeur sur les réseaux sociaux selon laquelle un sénateur de Madagascar aurait sorti les affaires de l'ancien président du Sénat, Rehman Razafmaïf, est fausse. Le secrétaire particulier de l'ancien président du Sénat a confirmé que ce sont les effets personnels de ce dernier qui ont été sortis de son bureau, mais qu'il n'y a pas eu de restitution de ses biens selon les rumeurs. Le nouveau président du Sénat n'a eu aucun problème sur l'enlèvement des effets personnels du président précédent. Les collègues sénateurs de Madagascar ont installé et accompagné le nouveau président à son bureau ce matin après la cérémonie de clôture de la réunion extraordinaire de 2 jours. Et le colonel Charles Anjianaswavna sera poursuivi pour la déclaration politique qu'il a faite sur les réseaux sociaux alors qu'il portait un uniforme militaire, a déclaré aujourd'hui le ministre de la Défense nationale. Le général Joshua Rakotwarzone a déclaré qu'il n'est pas acceptable d'appeler à des hostilités entre Malagasy. Le ministre a également appelé les Malgaches à rester calmes pendant le processus électoral. Et a eu lieu aujourd'hui au ministère de la Défense nationale l'annonce des groupes d'armées au sein desquels seront répartis les officiers issus de la 44e promotion portant le nom de l'amiral Didier Ratsirek. 58 d'entre eux ont été officiellement présents sous le drapeau de 28 août dernier lors du fin Fangesen 2023. Désormais, 30 d'entre eux rejoindront l'armée malgache et les 28 restants rejoindront la gendarmerie nationale. Le ministre de la Défense nationale a alors confirmé qu'il devait suivre les instructions et la structure de commandement des forces armées afin d'harmoniser le travail et la mission que leur est assignée pour l'intérêt du pays. Dans les actualités économiques de ce soir, il existe encore de nombreuses ressources minérales inexploitées à Madagascar, selon le ministre des Mines et des Ressources stratégiques hier à Ivat. Cependant, il faut également être prudent lors de leur extraction car les ressources minérales ne sont pas renouvelables, a-t-il rappelé. Reportage de Ruth Christelle Rakout-Malal et Yves Janel. Madagascar est riche en ressources minérales, mais beaucoup d'entre elles sont encore peu connues, selon le ministre des Mines et des Ressources stratégiques, Rakout-Malal Irnjain Olivier. Des investissements sont donc nécessaires. Les investisseurs n'investiront pas si nous ne respectons pas les normes internationales, explique le ministre, raison pour laquelle Madagascar souhaite adhérer à l'IATA depuis 2008. L'adhésion à l'IATA présente également de nombreux avantages, tels que la promotion de la responsabilité financière et environnementale. Il est nécessaire que tout le monde collabore pour faire face aux défis du secteur minier à Madagascar. Ainsi, un débat entre l'État, la société civile et les opérateurs miniers a eu lieu hier au MBC Vatu. À titre de rappel, il ne reste plus qu'une étape avant que Madagascar soit membre à part entière de l'IATA. Le nombre de touristes arrivés à Sainte-Marie depuis septembre dernier a dépassé celui de 2019 à la même période selon l'Office régional du tourisme dans cette localité. Selon les explications, il existe de nombreux endroits à visiter, notamment le nouveau circuit Pirate Island qui a été ouvert par le président de la République lors de sa dernière visite sur cette île. Reportage. S'il y a eu à Sainte-Marie 30 000 touristes en 2019, cette année, jusqu'en septembre, il y a eu 25 000 et on estime que d'ici la fin de l'année, ce nombre dépassera les 30 000. Selon les explications, il existe 7 sites à visiter à Sainte-Marie, à savoir la piscine naturelle, l'île au sable, la chute d'Antanandav, le cimetière des pirates, le musée du Vieux-Fort et l'île aux Nattes. Ces sites peuvent être visités tout au long de l'année, même en dehors de la période de l'arrivée des baleines. Le nouveau circuit touristique Pirate Island, lancé par le président de la République lors de sa dernière visite sur place, sera présenté comme preuve de cette diversification des offres touristiques. Ce musée à ciel ouvert retrace l'histoire de la piraterie, omniprésente tout au long du parcours. Le parcours débute au bureau de l'Office du tourisme de Sainte-Marie et mène vers le Vieux-Fort, l'église catholique, l'île aux Madames, le cimetière Saint-Pierre et l'île aux Forbans. L'association LCDF est en charge du circuit Pirate Island. Les bénéfices de l'association sont utilisés pour promouvoir l'île, explique Bosco Tutzaf, président de l'association.
Un événement dénommé Festival des Pirates se tiendra du 27 au 28 octobre 2023 à Sainte-Marie. Durant ces 3 jours auront lieu divers concours et animations, ainsi qu'une chasse au trésor permettant de gagner des lots d'une valeur de 1 500 000 ariars pour l'équipe gagnante. L'événement se déroulera en collaboration avec le ministère du Tourisme, le ministère de la Culture et l'Office régional du tourisme. Dans l'actualité sociale, le fait d'avoir un handicap n'est pas un blocage pour évoluer dans la vie, selon le témoignage d'une personne en situation d'handicap habitant à Anoussial. Ces personnes doivent avoir un esprit positif pour attirer les bonnes ondes dans la vie, selon cette dernière. Finjacène et Mireille et Yves Janel sont allés à la rencontre de cette personne. Reportage. Il s'appelle Angiataina Anktin, il a 2 enfants et 2 petits-enfants. Il habite dans la commune Anoussial, district d'Amboujatchim. Il a un handicap aux 2 pieds depuis sa naissance et il a dû utiliser des béquilles jusqu'à aujourd'hui. Anktin rencontre des difficultés au quotidien, mais cela ne l'empêche pas d'évoluer dans la vie. Sa famille vit de l'artisanat. Sa part de contribution dans son foyer le pousse à travailler malgré son handicap. Et grâce à la collaboration entre la commune Anoussial et un opérateur privé, Anktin a bénéficié d'un fauteuil roulant pour faciliter ses déplacements. Passons à présent aux actualités internationales. Un enseignant a été tué et 2 personnes blessées ce matin lors d'une attaque au couteau dans le lycée d'Arras. En France, l'auteur de l'attaque d'origine tchétchène est fiché pour radicalisation selon une source policière et qui a été interpellé. Le parquet national antiterroriste français a ouvert une enquête aujourd'hui. France 24. L'assaillant, que l'on voit ici à droite sur ces images filmées par un élève, avance dans la cour du lycée, couteau à la main. L'homme menacé recule. Oh putain, le baiser. Puis l'assaillant s'adresse à un autre homme, ici, de dos. Ils rentrent dans le bac ? Il pénètre dans l'établissement avant de retourner dans la cour. Il s'en prend violemment à une première victime. Il y a le proviseur adjoint. Ils vont se battre. Au nom de Dieu, il y a un couteau. Puis une autre qui tente de se protéger avec une chaise. Oh là là, oh là. Oui. Elle s'est filmée, ça sur Telegram, ça. Oui. C'est un malade. C'est une dinguerie. L'assaillant poignarde le professeur de lettres. Bilan 1 mort, 2 blessés parmi le personnel. Un professeur de philosophie a assisté à la scène et tenté d'intervenir. Le chef cuisinier a été agressé et j'ai voulu intervenir très brièvement. Il m'a poursuivi moi-même, il était armé de 2 couteaux et il m'a demandé si j'étais prof d'histoire. Donc j'ai l'impression qu'il cherchait un prof d'histoire. Donc, voilà. Et donc je me suis barricadé, j'ai vu l'arrestation après, et l'arrivée des secours. L'auteur des crimes a aussitôt été interpellé. Il s'agit d'un homme de nationalité tchétchène, fiché S. Son frère a également été arrêté. Selon les enquêteurs, il aurait crié « Allahu Akbar » au moment des faits. Le parquet antiterroriste vient d'être saisi. Et Israël a ordonné aujourd'hui l'évacuation de quelques 1,1 million de gazouillis vers le sud. Il signe également une opération terrestre imminente contre le Hamas. Si cette incursion a bien lieu, il s'agira de la 4e opération militaire de grande envergure dans l'enclave. Rappel des faits avec France 24. Les blessés arrivent par dizaines à l'hôpital de Gaza. Des femmes, des hommes et des enfants, dont certains en bas âge. D'après les médecins, les prochains blessés touchés par les bombardements ne pourront peut-être plus être pris en charge, après qu'Israël a coupé l'accès à l'eau, au gaz et à l'électricité. Le plus grand hôpital de Gaza, l'hôpital d'Al-Shifa, fonctionne uniquement avec des générateurs et du carburant. L'essence va rapidement manquer car toutes les frontières avec Gaza et les points de passage avec Israël sont fermés depuis 4 jours maintenant. Nous allons également bientôt manquer de nourriture, de médicaments pour l'ensemble de la population si une solution n'est pas trouvée très prochainement. La situation humanitaire se dégrade d'heure en heure dans l'enclave palestinienne. États-Unis et Égypte travaillent de concert pour acheminer de l'aide via le territoire égyptien. Je tiens à remercier l'Égypte pour son engagement constructif visant à faciliter l'accès humanitaire via le terminal de Rafah et à rendre l'aéroport d'El Arish disponible pour une aide cruciale.
Un premier convoi chargé de nourriture et d'essence avait pris la route de Rafah pour rentrer à Gaza, avant d'en être empêché suite à des bombardements tout proches. Plusieurs centaines de milliers de civils ont quitté leur foyer sans vraiment d'endroit où se réfugier. Le Caire refuse pour l'heure d'ouvrir sa frontière, mais tente de jouer son habituel rôle de médiateur entre Israéliens et Palestiniens. Et les Polonais sont appelés aux urnes ce dimanche pour les élections législatives. Un scrutin vu par de nombreux observateurs comme un test pour la démocratie, car le parti droite et Justice brigue un troisième mandat historique en confrontation permanente avec l'Union européenne depuis son ascension au pouvoir en 2015, à cause notamment de ses réformes contre l'indépendance de la justice et des médias. Le chef du parti est accusé par les opposants d'être un dictateur en puissance. Ses partisans, eux, clament que l'opposition porte atteinte à la souveraineté de la Pologne et veut transformer le pays en vassal de l'Union européenne. France 24. Dans cette école de province, le chef du parti au pouvoir, Droit et Justice, Jarosław Kaczyński, tient un rassemblement de campagne. Devant l'entrée, un autre candidat trouble l'ambiance. Je veux que Kaczynski dise pourquoi il a vendu la Pologne au supermarché. La police a tenté de m'empêcher de venir ici. Ils ont stoppé l'une de nos voitures, celle où on m'a filmé en train de monter. Mais, malheureusement pour eux, j'ai changé de voiture en cours de route. Le service d'ordre lui barre la route. Parmi ceux venus le soutenir, Konrad Frisztak, un député local d'opposition. Je veux demander au président Kaczynski. Il est interrompu par des partisans de Kaczynski. Ils nous disent d'aller un jour à Berlin et puis l'autre à Moscou. Ils devraient se décider. Mais c'est à eux ou à Kaczynski qu'il faut demander pourquoi ils disent ça. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi vous criez à Berlin? La réponse se fait attendre. Des opposants qui prendraient leurs ordres en Allemagne. C'est là l'idée propagée par la télévision d'État TVP, contrôlée par le pouvoir. Vous pensiez pouvoir me provoquer? Eh bien, c'est raté. Le candidat garde son calme, mais ce soir-là, TVP sort des archives où on le voit moins résilient. Surtout, la chaîne appuie la campagne de Kaczynski et critique Donald Tusk, le chef de file de l'opposition. Selon Frisztak, cette campagne est déloyale. Ils ont mobilisé tout l'appareil d'État, surtout les médias publics, pour calomnier l'opposition et Donald Tusk. Mais nous sommes confiants que le jour de l'élection se déroulera de manière équitable, parce qu'avec les autres partis démocratiques, nous aurons quelques 70 000 observateurs bénévoles dans les bureaux de vote. Waldemar Bukalski dirige une ONG d'observateurs. Il coopère ouvertement avec les partis d'opposition car pour lui, le parti au pouvoir est une menace pour la démocratie. Droit et Justice a violé la Constitution de nombreuses fois. C'est à cause des violations à l'état de droit en Pologne que l'Union européenne a bloqué les fonds qui finançaient des endroits comme ce centre culturel. Dans l'un de ces bâtiments restaurés grâce aux financements européens, Bukalski a organisé la venue d'un observateur électoral de Varsovie. Selon Marcin Skubiszewski, les autorités vont multiplier les bureaux de vote dans les zones rurales, difficiles à superviser. C'est quelque chose d'extrêmement politique parce que c'est là où se trouvent les électeurs du gouvernement. Quand on fait plein de bureaux de vote où il y aura par exemple une centaine de voix qui seront rendues, voire moins, il peut se passer plein de choses. Skubiszewski accuse Droit et Justice de divers stratagèmes pour influencer les résultats, comme la tenue d'un référendum le jour du vote sur des questions chères à son électorat, que l'ONG n'est pas parvenue à empêcher. Tą sprawę nie widzieliście na w gazetach mówiących neosędziowie w skandaliczny sposób odrzucili skargę. Każdy problem z demokracją, który mamy, to jest dziura, to jest szczelina, w którą wbija się dyktatura. Le juriste dit peser ses mots lorsqu'il compare la Pologne d'aujourd'hui à la Russie d'il y a 10 ans. Quand on voit ce qu'a fait Poutine, la suppression des médias indépendants, c'était très lent et progressif. Et la même chose est en train de se passer en Pologne. Et ça ira maintenant dans un sens ou dans l'autre. C'est-à-dire, soit on va vers la dictature, on a juste 10 ans de retard sur Poutine, soit il y aura un retour à la démocratie. Ces observateurs bénévoles partagent ces inquiétudes.
Il y a un gros danger. Nous avons vu comment, dans les 8 dernières années, malgré les énormes manifestations pour les droits des femmes, par exemple, le parti au pouvoir fait juste ce qu'il veut. Les gens ont peur de ces élections, qui sont extrêmement importantes. Il pourrait y avoir de la fraude, donc de plus en plus de gens s'impliquent pour devenir observateurs. Des élections cruciales, c'est aussi l'avis du gouvernement. En visite à l'aéroport de Radom flambant neuf, le candidat du pouvoir dans la région accuse lui aussi l'opposition d'être à la botte de Berlin. Ce qui est en jeu dans ces élections, ce n'est pas seulement à quoi la Pologne va ressembler, mais à qui elle va appartenir. Est-ce que la Pologne va continuer à exister en tant que pays souverain, ou est-ce que ce sera juste un lieu sur la carte appelé Pollen, comme les Allemands l'appellent? À quelques jours du scrutin, l'homme politique vient ici célébrer l'annonce des premiers vols charters. Selon lui, le gouvernement a investi dans cet aéroport pour pallier l'assèchement économique dont aurait souffert la ville en représailles à ces manifestations anticommunistes dans les années 70. Nous voulions honorer ces héros. Radom mérite un cœur économique et un engin de développement. Le parti au pouvoir, tout comme l'opposition, se réclament les héritiers des héros qui ont vaincu le communisme. Les vétérans de la lutte anticommuniste ont été les premiers à manifester contre droit et justice, parce qu'ils connaissent les dangers d'un système à parti unique. Et c'est exactement ce vers quoi droit et justice veut aller. S'ils finissent de faire main basse sur les tribunaux, alors nous n'aurons plus personne vers qui nous tourner. Ce mardi, Konrad Frišták a porté plainte contre droit et justice pour diffamation. Droit et justice n'a pas terminé ses réformes judiciaires. Alors nous pouvons encore espérer avoir un procès équitable et que les verdicts ne soient pas rendus par des gens qui ont été nommés illégalement. Mais le parti au pouvoir s'est engagé à mener au bout sa réforme judiciaire, malgré les directives de l'Union européenne et le gel des financements européens. Sur ce, mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Nous vous remercions de votre fidélité. Très bonne suite de programme sur Viva. Au revoir.